Donc un paradoxe, c'est quelque chose qui va à l'encontre de l'opinion que l'on pourrait avoir. Alors en mathématiques, c'est vrai que ça peut être décliné de plusieurs façons, mais en général, c'est que vous pensez que quelque chose va être vrai, et puis on s'aperçoit que c'est pas vrai. Un mathématicien très important aussi, toujours allemand, qui s'appelle David Hilbert, s'appelle l'hôtel de Hilbert. Voilà, il imagine un hôtel qui a une infinité de chambres. Donc je sais qu'il y a que des matheux pour inventer ça. Hein. Et voilà, l'hôtel est plein. Donc les chambres sont numérotées, 1, 2, 3, 4, 5. Puis ça continue jusqu'à aussi loin qu'on veut, parce qu'il y a une infinité de chambres. Et il y a quelqu'un qui vient et qui dit « Je voudrais dormir dans votre hôtel ». Qu'est-ce qu'il fait l'hôtelier? Il décale tous les gens. Celui qui est dans la chambre 1, il la met dans la chambre 2. Celui qui est dans la chambre 2, il la met dans la chambre 3. Celui qui est dans la chambre 3, il la met dans la chambre 4. Et donc, il libère la chambre 1 et il accueille cette personne. Mais voilà qu'il y a une infinité d'autobus qui amène une infinité de touristes dans cet hôtel plein. Alors, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Celui qui est dans la chambre 1, il la met dans la chambre 2. Celui qui est dans la chambre 2, il la met dans la chambre 4. Celui qui est dans la chambre 3, il la met dans la chambre 6, etc. Donc, il libère toutes les chambres qui ont un numéro impair. Et après, son infinité de gens, il les passe dans toutes les chambres impaires. Cantor, il a choqué beaucoup de gens à la fin du XIXe siècle parce qu'il a fait des démonstrations dans lesquelles on montrait qu'il existait quelque chose, mais on était incapable de le donner. Alors je vais vous donner une démonstration de ce genre-là, c'est pas tout à fait le cas fini. Si je vous pose la question suivante, est-ce qu'à Beaugency, puisqu'on est à Beaugency, il y a deux personnes qui ont le même nombre de cheveux? Question peut-être que vous n'avez jamais posée. Le même nombre, hein? Bon, il y a un moyen de faire, je prends tous les habitants de Beaugency, je compte leur nombre de cheveux, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas en arracher un en comptant. Et je regarde s'il y en a deux qui ont le même nombre. Bon, disons que c'est à peu près impossible de répondre. Maintenant, je vous dis, est-ce qu'à Bordeaux, il y a deux personnes qui ont le même nombre de cheveux? Alors, on sait qu'une personne ne dépasse jamais 200 000 cheveux, c'est plutôt vers 120 000, 100 000, 120 000 cheveux. Et à Bordeaux, il y a 250 000 habitants. Donc, comme il y a 250 000 habitants, mais qu'aucun n'a plus de 150 000 cheveux, il y en a forcément au moins deux qui ont le même nombre de cheveux. Et donc, là, vous voyez, j'ai pu vous démontrer en quelques secondes qu'à Bordeaux, il y a deux personnes qui ont le même nombre de cheveux. Je suis incapable de vous le démontrer pour Beaugency, bien que je sois à Beaugency, et qu'à Beaugency, il y ait beaucoup moins d'habitants qu'à Bordeaux. Donc, c'est le type de démonstration. On peut montrer qu'il existe deux personnes qui ont le même nombre de cheveux, mais je suis pas incapable de vous dire c'est un tel et un tel. La démonstration de Cantor a beaucoup choqué, de démontrer quelque chose, il existe quelque chose, sans être capable de le donner. Alors voilà un paradoxe qui est pas tout à fait dans le cadre de l'infini, mais qui a été un des premiers paradoxes dans l'Antiquité. C'est un philosophe dénommé Eubulide de Milet. Alors lui, c'est vers 400 avant Jésus-Christ. Et c'est un menteur qui dit « je mens ». Hein, si je dis la phrase que j'énonce, c'est un mensonge. Vous allez me dire, cette phrase est-elle vraie ou est-elle fausse? Imaginons qu'elle soit vraie. Alors elle est fausse, puisque c'est un mensonge. Imaginons qu'elle soit fausse. Alors, puisqu'elle dit que c'est un mensonge, alors c'est qu'elle est vraie. Et donc, vous voyez, on arrive à un paradoxe. On ne peut pas lui donner ni la valeur vraie, ni la valeur fausse. Donc la théorie des ensembles, donc, on disait qu'un ensemble, c'est une collection d'objets, de choses, à la fois qui peuvent être du concret, comme des choses qu'on peut imaginer. Donc c'est vers 1900, quand la théorie des ensembles commençait à bien s'implanter, il y avait donc un certain nombre de livres qui l'expliquaient clairement. Il y a trois mathématiciens, mais on se souvient souvent de Russell, Bertrand Russell, qui était un philosophe, mathématicien, on dit plutôt logicien, parce qu'il faisait de la logique, mais aussi écrivain. Il a eu le prix Nobel de littérature en 1950, et puis après il s'était énormément engagé en politique. Alors, le premier paradoxe qu'il a donné, c'est qu'il a dit, alors c'est exactement la même chose que le paradoxe du menteur. Imaginons que n'importe quoi puisse être un ensemble. Et je vais considérer l'ensemble des ensembles qui n'appartiennent pas à eux-mêmes. Et je l'appelle grand A. Et je me dis, maintenant, grand A, c'est un ensemble, est-ce qu'il appartient à lui-même, ou est-ce qu'il n'appartient pas à lui-même? Vous me suivez? Donc, je vous rappelle que grand A, c'est l'ensemble des ensembles qui n'appartiennent pas à eux-mêmes.
Alors, maintenant, si grand A appartient à lui-même, il ne vérifie pas la définition de grand A. Donc il n'est pas dans lui-même. Et si maintenant grand A n'appartient pas à lui-même, il vérifie la définition des éléments de grand A. Donc il appartient à lui-même. C'est exactement le paradoxe du menteur. Le Russell a dit d'une manière un petit peu plus imagée, parce que si vous n'avez rien compris à ce que j'ai dit, c'est pas grave. Je vais vous le dire de manière plus imagée, c'est Russell qui l'a inventé. Il y a un village, et dans lequel il y a un barbier qui rase tous les hommes qui ne se rasent pas eux-mêmes. Alors, est-ce que ce barbier se rase lui-même ou ne se rase pas lui-même? Il habite le village. Donc, si, comme il ne rase que les gens, tous les gens qui ne se rasent pas eux-mêmes, mais seulement ceux-là, s'il se rase lui-même, ben, il ne se rase pas lui-même, puisqu'il ça vérifie pas. Et s'il ne se rase pas lui-même, par définition, il se rase lui-même. C'est ce qu'on appelle l'autoréférence. Si j'aimerais donner une définition dans laquelle on fait entrer en ligne de compte l'objet qu'on a considéré. C'est comme la phrase que j'énonce, c'est un mensonge. Le jugement que je porte, l'affirmation que je porte, porte aussi sur la phrase que je suis en train d'énoncer. Et on n'est pas en dehors.